Avant de commencer, ceci est l'épisode 3. Les épisodes précédents sont dans la playlist en description et les commentaires. I've got the techno on my mind, standing in the club all night. I gotta move my body, move my body. Techno on your side, getting in the bumpy ride. I gotta move my body, move my body. Techno on my mind, standing in the club all night. I gotta move my body, move my body. Techno on your side, getting in the bumpy ride. I gotta move my body. Le chapitre débute avec plusieurs personnages attendant le protagoniste. Sumu annonce que leurs frères sont venus défier Yang Kai, désireux d'obtenir plus de points de contribution. Il remarque que Yang Kai semble beaucoup souffrir. Un autre personnage explique que Yang Kai est battu tous les 5 jours, mais ne renonce jamais avant de perdre connaissance, ce que Sumu trouve surprenant. Cela soulage quelque peu sa rancœur, mais pas assez. Il décide d'expulser personnellement Yang Kai du pavillon des Hauts-Cieux, avec l'intention de jouer avec lui une fois qu'il ne sera plus disciple. Un adepte de Sumu rappelle que Yang Kai avait osé défier ses efforts au village et avait été complètement surpassé par son pouvoir, sans même se rendre compte du statut social de Sumu, ce qui l'avait conduit à le sous-estimer. Sumu, déterminé, ordonne que Yang Kai soit réservé pour lui aujourd'hui. L'un de ses subordonnés s'exécute, annonçant aux autres disciples que le jeune maître Su a décidé de combattre Yang Kai et qu'ils doivent se retirer, espérant leur compréhension. Les disciples, surpris et mécontents, expriment leur frustration. L'un d'eux questionne l'utilisation systématique du balai par Yang Kai pour choisir ses adversaires. Un autre les avertit de ne pas offenser Sumu, mentionnant son haut rang et son lien de parenté avec un ancien du pavillon, ce qui finit par convaincre les récalcitrants. L'annonceur s'excuse auprès des frères disciples pour l'inconvénient, et Sumu rit. 10 minutes plus tard, ne reste que des vents et des feuilles. Un personnage demande où est Yang Kai, et un autre répond qu'il commence toujours à balayer à cette heure, se demandant pourquoi il n'est pas apparu aujourd'hui pour être battu de nouveau. Sumu, agacé, propose d'aller chercher Yang Kai là où il vit. Les disciples, curieux, décident de les suivre. Ils arrivent à la porte de la maison en bois de Yang Kai et demandent s'il est là, tout en rappelant que, en tant que disciple débutant, il doit s'occuper de ses tâches quotidiennes. Le personnage arrogant avance et ordonne à Yang Kai de sortir pour affronter sa punition. Face à l'absence de réponse, il s'énerve et répète son injonction, menaçant d'entrer de force. Il ordonne à un subordonné d'ouvrir la porte, affirmant vouloir voir ce qu'il y a à l'intérieur. Le subordonné entre et ressort, signalant que la maison est vide et couverte de poussière, indiquant l'absence de Yang Kai depuis quelques jours. Sumu contemple la situation et les autres disciples réalisent que Yang Kai a intelligemment quitté les lieux pour éviter des ennuis. Sumu, néanmoins furieux, ordonne d'apporter une torche pour brûler la cabane. Les disciples, inquiets de cette méchanceté, hésitent. Un personnage demande si c'est une bonne idée de mettre le feu à la secte, mais Sumu, irrité, promet de les protéger et insiste sur le fait que la maison n'appartient pas à la secte. Un disciple obéit et apporte une torche. Sumu s'apprête à brûler la maison quand une main se pose sur son épaule, l'interrogeant sur ses intentions. Sumu, sans se retourner, demande qui est le maître de la maison. Le propriétaire de la main révèle que c'est sa maison, ce qui étonne Sumu, qui se retourne alors, choqué. Rapidement, il se met en position de combat, transpirant, et accuse Yang Kai de ne pas avoir de bonnes manières. Yang Kai, calmement, l'identifie comme le courageux Sumu du village Black Pom. Sumu, furieux, prédit que Yang Kai n'a aucun avenir ici et qu'il va souffrir aujourd'hui. Yang Kai, inébranlable, le provoque en lui, demandant s'il est là pour causer des ennuis sérieux. Sumu réplique qu'il n'est pas venu en ami. Notre protagoniste conclut en demandant pourquoi Sumu veut brûler sa maison. Yang Kai, défiant, proposa de l'affronter directement s'il avait un problème avec lui. L'adversaire, surpris par tant d'assurance, réfléchit à voix haute sur la manière dont Yang Kai pouvait parler ainsi, sans craindre les ennuis qu'il pourrait lui causer. Observant ses vêtements usés et sales, il conclut que Yang Kai devait s'entraîner durement récemment. Néanmoins, avec son statut de simple disciple débutant, il ne cherchait certainement pas à provoquer Sumu. Frustré, il jeta la torche au sol, frappa du pied et lança un dernier avertissement à Yang Kai.
À ce moment-là, Yang Kai l'interrompit brusquement, demandant qu'il attende un moment. L'adversaire resta figé, tandis que Yang Kai se tourna et rentra dans la maison. Intrigué, l'adversaire se demanda ce qu'il pouvait bien faire. Un autre personnage, persuadé que Yang Kai n'allait pas les affronter, incita Su Mu à finir rapidement avec lui, en rappelant que Yang Kai n'admettait jamais la défaite. En revenant dehors, Yang Kai questionna sur ce qu'on essayait de lui dire auparavant. L'adversaire, sombre, lui donna une dernière chance de se mettre à genoux, de lui rendre hommage et de l'appeler « Honorable Seigneur ». Il le laisserait alors en vie. Yang Kai, secouant la tête avec incrédulité, se moqua de cette demande. Quand l'adversaire en sueur demanda une explication, Yang Kai demanda calmement s'il avait un parent plus âgé au pavillon des hauts cieux. L'adversaire, riant, confirma que Yang Kai avait remarqué quelque chose et se vanta de l'influence de sa famille. Yang Kai conclut que sans cette réputation, il ne pourrait pas se comporter ainsi. L'adversaire, tout reluisant, précisa que son parent était un ancien de la secte et sa sœur aînée, au stade de disciple central, pouvait aisément détruire Yang Kai d'un simple doigt. Approchant de lui, Yang Kai posa la main sur son épaule, affirmant que cela n'avait aucune importance. Irrité, l'adversaire repoussa la main de Yang Kai, exigeant de savoir qui d'autre oserait sortir ici. Yang Kai, moqueur, souligna que s'il appelait l'adversaire « Honorable Seigneur », il devrait également appeler de la même manière sa sœur aînée et son parent. Il se moqua davantage, imaginant que s'il était vraiment un seigneur, il emprisonnerait l'adversaire à la résidence du dragon renégat sans jamais le laisser sortir, ce qui troubla profondément l'adversaire. À ce moment-là, un compagnon de Su Mu, exaspéré par les paroles insolentes de Yang Kai, exhorta Su Mu à ne pas l'écouter et à se venger. Furieux, l'adversaire ordonna à Yang Kai de s'agenouiller et de s'excuser, sous peine de regretter le jour de sa naissance. Yang Kai, toujours souriant, demanda ironiquement si Su Mu le défiait vraiment. L'adversaire, tentant de se moquer, affirma qu'il n'était pas qualifié pour l'affronter, étant au 9e niveau de la phase du corps trempé. Yang Kai, réfléchissant aux règles de la secte, nota que la différence de force dans un défi ne devait pas dépasser 3 niveaux. L'adversaire se moqua encore, appelant à la ronde si un frère présent pouvait donner une leçon à Yang Kai. Un personnage, prétendant craindre la force de Yang Kai, s'avança alors et se proposa pour le combat. Se présentant comme Jan Hu, il déclara avec une arrogante confiance qu'il vaincrait Yang Kai ce jour-là. Yang Kai, le fixant, assura qu'il s'en souviendrait bien. Le figurant, cherchant à humilier encore davantage Yang Kai, lui offrit une chance. Il pourrait faire 3 mouvements, et s'il réussissait à le faire reculer ne serait-ce que d'un pas, il serait le vainqueur. En cas d'échec, le disciple junior ne se retiendrait pas. Su Mu, observant de l'arrière, apprécia la manière dont Zhan Hu savait humilier quelqu'un, trouvant cela beaucoup mieux. Une jeune fille, perchée en haut d'un arbre, observait la scène entre Yang Kai et son adversaire. Yang Kai accepta l'offre, se demandant comment il pourrait permettre à son frère junior de lui faire cela. Le figurant, se moquant, insista en riant qu'en tant que son frère junior, il lui offrirait ces 3 mouvements. Yang Kai répondit qu'il ne se retiendrait pas puisque son frère junior insistait. Le figurant cria, encourageant Yang Kai à attaquer de toutes ses forces, se considérant déjà comme un héros qui en finirait avec lui sans effort. Yang Kai confirma qu'il allait attaquer, et le figurant, riant, lui donna le feu vert. À ce moment-là, les yeux du figurant s'écarquillèrent, et il poussa un cri de douleur en recevant un coup puissant de Yang Kai. Un poing et un coup de pied au visage projetèrent le figurant loin en arrière. La foule cria de surprise face à la défaite rapide de Zhan Hu. La jeune fille, observant de loin, fut stupéfaite et incrédule. En se levant, elle perdit l'équilibre et tomba assise au sol, se plaignant de la douleur, tout en maudissant Yang Kai de l'avoir surprise. Elle se demandait comment il avait pu obtenir autant de force en quelques jours seulement, concluant qu'il semblait utiliser un peu de ki, ce qui signifiait qu'il avait dépassé la 4e couche de la phase du corps trempé. Yang Kai, regardant son poing, reconnut qu'il avait encore du mal à contrôler sa force. Su Mu, en colère, accusa Yang Kai de tricherie, mais ce dernier répondit calmement qu'il ne fallait pas accuser sans preuve. Su Mu, vexé, l'insulta. Un autre figurant précisa que leurs informations avaient été erronées, car Yang Kai avait progressé dans sa cultivation,
surpassant la 3e couche de la phase du corps trempé, ce qui expliquait sa victoire sur Zhan Hu. Su Mu, réfléchissant, conclut que Zhan Hu avait été imprudent. Il félicita Yang Kai pour sa démonstration de force et promit d'autres opportunités à l'avenir, avertissant que Yang Kai n'aurait pas autant de chance la prochaine fois. Sur ce, il ordonna de partir, ses compagnons ramassant un Zhan Hu groggy. Yang Kai, satisfait du combat, pensa que la rencontre avec Su Mu lui avait fait perdre une opportunité de pratiquer sa technique du corps trempé. Plus tard, Yang Kai se prépara à se laver après son aventure dans les montagnes. Une personne s'approchant de sa maison espérait observer son niveau de cultivation mais ne le trouva pas sur place. La jeune fille, surprise, vit Yang Kai se laver sans précaution dans le pavillon, le traitant de sans-vergogne et préférant partir. Yang Kai, à l'aise, sortit, se rhabilla et pensa qu'il était temps de balayer le sol après plusieurs jours d'absence. Prenant son balai cassé, il commença à nettoyer, se rappelant qu'il devait prendre ses responsabilités au sérieux malgré ses problèmes. Après avoir terminé ses tâches, il retourna chez lui, prit son petit paquet et décida d'échanger ses herbes restantes contre des points de contribution. En regardant ses vêtements déchirés, il jugea qu'il conviendrait pour l'échange. Dans la salle de contribution, un vieil homme, surpris par l'arrivée de Yang Kai, recracha son thé en l'interpellant. Yang Kai posa son paquet sur la table, annonçant son retour. Feignant la compassion, le trésorier Meng s'exclama à quel point Yang Kai devait avoir rencontré des difficultés. Notre protagoniste, souriant, répondit que le voyage avait été assez dangereux mais productif et demanda combien de points de contribution valaient ces herbes. Le vieil homme, évaluant leur faible valeur, précisa que la salle de contribution en possédait déjà beaucoup et n'avait plus de place pour les entreposer. Malgré cela, il accepta de donner un point pour chaque unité. Notre protagoniste montra son baluchon pour vérification, ce qui surprit le vieil homme, car 3 jours passés dans la montagne Blackwind avaient un produit si peu. Yang Kai expliqua que malgré tout, il pensait que cela valait la peine. Le vieil homme, tout en évaluant, réfléchit à la remarquable ténacité de Yang Kai, regrettant seulement qu'il n'ait pas encore éveillé son potentiel. Observant Yang Kai qui regardait sur le côté, le vieil homme l'interrogea. Approchant en chuchotant, Yang Kai révéla qu'il avait trouvé quelque chose d'intéressant pendant son voyage à la montagne. Intrigué, le vieil homme se gratta la barbe et demanda de quoi il s'agissait. Yang Kai sortit un autre petit sac, le présentant comme une trouvaille dont il ne connaissait pas la nature, espérant que le vieil homme pourrait l'examiner. Le vieil homme ouvrit le sac, découvrant un champignon rouge. Curieux, il demanda où Yang Kai l'avait trouvé. Celui-ci raconta qu'il l'avait déniché dans une caverne gardée par une bête démoniaque, qu'il avait dû tuer pour obtenir le champignon. Le vieil homme, irrité, frappa la table et réprimanda Yang Kai de s'être surpassé, rappelant qu'il lui avait déconseillé de telles actions. Yang Kai rétorqua qu'il n'était pas allé si loin, ajoutant qu'il avait survécu dans les profondeurs de la montagne. Soupirant, le vieil homme pensa à la bravoure de Yang Kai, mais jugea qu'il ne pouvait pas lui dire que la plante ne valait rien. Mentant, il affirma que Yang Kai avait eu de la chance de trouver un champignon sanguin, difficile à dénicher. Ravi, Yang Kai demanda si cela possédait des propriétés moyennes de la terre, et le vieil homme, souriant, confirma son sérieux, soulignant son expérience avec les herbes médicinales. Quand Yang Kai demanda combien de points il pouvait obtenir pour le champignon, le vieil homme proposa 20 points, ce qui déçut Yang Kai. Le vieil homme expliqua que c'était déjà beaucoup pour un champignon aux propriétés moyennes, encore petit et non mûr. Acceptant les points, Yang Kai réfléchit à son total, ajoutant ses 3 feuilles de feuillage spirituel et l'herbe interdite, ce qui porterait son total à 36 points de contribution, 48 en incluant ses achats précédents. Se sentant comme un jeune maître, il décida de tout dépenser et demanda 10 tiges d'herbes stériles séchées, valant 10 points de contribution. Le vieil homme, recalculant, rappela que chaque 2 herbes déduisait 1 point, mais que le taux d'échange différait à l'achat et à la vente. S'irritant de cette insensibilité, Yang Kai accusa le vieil homme de profiter de la différence, mais celui-ci expliqua que le tarif fixé par la secte servait à gérer les besoins de 3000 disciples. Résigné, Yang Kai accepta l'échange. Après cet échange, le vieil homme le salua, et Yang Kai sortit, sombre. En quittant la salle,
il passa devant une jeune fille qui arrivait et le regarda du coin de l'œil, ébloui. Elle s'adressa au maître, s'inquiétant de sa blessure, mais le vieil homme la rassura avec affection. Le vieux, voulant rassurer, expliqua qu'il s'en occupait depuis des années, sans qu'il y ait de quoi s'inquiéter. De son côté, Yang Kai plongé dans la lecture d'un livre divin, il se demanda s'il n'y avait pas de problème à mélanger les ingrédients de cette manière. Il prit les feuilles et les plaça dans l'encensoir qui commença à libérer de la fumée. Alors que l'encensoir bouillait littéralement, il constata que malgré le parfum spécial, il ne ressentait rien de particulier. En portant l'encensoir, il songea à le mettre sur le lit. En se déplaçant avec l'encensoir, une sensation étrange se répandit dans tout son corps. Effrayé, il s'arrêta et tomba à genoux, renversant l'encensoir, sentant ses forces se vider en quelques pas à peine. Paralysé, il réfléchit aux propriétés toxiques des deux herbes, l'une affectant l'esprit et l'autre le corps. L'encensoir avait amplifié leurs effets, révélant à quel point il était utile. Depuis qu'il avait obtenu le squelette doré, sa ténacité avait été renforcée, mais il n'avançait que jusqu'à ses limites exactes, qu'il venait de toucher après quelques pas. Il se dit qu'il ne pourrait pas s'entraîner à cause de cela, mais décida de résister, affirmant qu'il devait se lever et exercer ses limites pour progresser. Utilisant sa volonté, il se redressa avec un cri. Une chaleur se répandit alors dans son corps, dissipant l'inconfort précédent et le laissant plus fort. Se dirigeant vers l'encensoir, il pensa que ce corps divin révélait son véritable potentiel uniquement lorsqu'on surmontait les difficultés. Il ouvrit l'encensoir, notant que l'arôme durerait 3 heures, et calcula que s'il s'entraînait 4 à 6 heures par jour, il consommerait toutes les herbes. Alors que la nuit tombait, il réalisa qu'avec seulement 38 points de contribution, il n'aurait pas assez d'herbes. Ailleurs, Sumu, allongé, réfléchissait dans sa chambre, maudissant Yang Kai, se disant qu'il serait déjà avec la fille du marchand sans lui. Plus tard, Sumu planifiait quelque chose avec un figurant, le réveillant en urgence. Pressé, il l'interrogea sur ses idées pour résoudre la situation de la matinée. Le figurant proposa d'attendre 4 jours de plus, mais Sumu, impatient, insista sur la nécessité de trouver une solution immédiate, menaçant de ne pas le laisser retourner dormir sans idée concrète. Un autre personnage suggéra une idée à l'oreille de Sumu, qui la trouva bonne et lui confia la tâche avec un sourire approbateur. Le lendemain matin, au pavillon, notre protagoniste remarqua les effets clairs de l'encens utilisé la veille et se dit qu'il devait finir rapidement son travail pour retourner s'entraîner. En observant les poules se battre pour de la nourriture, un figurant approcha et complimenta Yang Kai pour sa victoire sur Janhu. Le figurant feignit une certaine tristesse en évoquant une rancœur envers Janhu, expliquant qu'il l'avait humilié par le passé, mais qu'il ne pouvait se venger en raison des soutiens puissants de Janhu. Comprenant, notre protagoniste se dit que provoquer un disciple soutenu par Sumu reviendrait à s'attaquer à lui-même. Le figurant ajouta que la victoire de Yang Kai contre Janhu l'avait soulagé, affirmant que Yang Kai devait être très fort. Modeste, Yang Kai minimisa ses compétences, ce qui fit sourire le figurant, pensant que Yang Kai disait la vérité. Un figurant insinua que Yang Kai avait forcément dû tromper Janhu pour le vaincre. Le figurant, exprimant sa gratitude, proposa ensuite un combat amical pour apprendre de lui. Feignant l'enthousiasme, il demanda à Yang Kai des conseils et à voir comment il avait vaincu Janhu. Cependant, cette demande finit par frustrer notre protagoniste, qui tenait sa petite vassourée cassée et refusa. Surpris par ce refus, le figurant insista bruyamment sur l'importance d'accepter, se rendant compte trop tard qu'il avait crié. Tentant de se rattraper, il expliqua que son frère était très sérieux concernant les arts martiaux et devait s'entraîner quotidiennement pour se sentir bien. Yang Kai déclara qu'il ne voyait aucune raison pour cela, même après l'insistance du figurant qui souligna l'intérêt d'apprendre les uns des autres. Bien que le figurant essaya de convaincre Yang Kai en arguant qu'il ne perdrait rien, Yang Kai refusa encore une fois. Perdant patience, le figurant insinua que Yang Kai craignait de perdre ses points de contribution, promettant de le compenser en cas de perte. Yang Kai, pensif, vérifia s'il tenait parole. Le figurant affirma être un homme de parole. Devant l'hésitation de Yang Kai, le figurant, devenu impatient,
pressa Yang Kai, qui expliqua qu'il avait déjà été défié la veille et devait attendre quelques jours avant d'accepter un nouveau défi. Le figurant suggéra alors que Yang Kai pourrait le défier à la place, en rappelant l'importance de faire bon usage de leur droit de défi. Souriant, Yang Kai se remémora la règle oubliée, acceptant de défier le figurant. Se grattant la tête, Yang Kai vérifia si le figurant rendrait vraiment ses points de contribution en cas de défaite, ce à quoi le figurant irrité répondit affirmativement, promettant même de rendre 10 fois le montant initial. Souriant, Yang Kai imposa une condition. Il chuchota quelque chose à l'oreille du figurant qui, en sueur et surpris, accepta rapidement et partit en courant chercher les objets nécessaires. Pendant l'attente, Yang Kai réfléchit à l'étrangeté des gens prêts à offrir beaucoup pour être vaincus, trouvant la méthode efficace pour subvenir à ses besoins, mais regrettant de ne pouvoir l'utiliser à nouveau. En arrière-plan, Su-mu espionnait, mécontent de la tournure des événements. Notre protagoniste continua ses tâches, observé de loin par Su-mu. Un des acolytes de Su-mu s'adressa à son maître avec une certaine hésitation. Il avait entendu de Li Yun-tian qu'il devait se rendre au hall des contributions pour y chercher 10 herbes. Yang Kai, quant à lui, était prêt à se mesurer à eux, mais seulement s'il était remboursé en cas de défaite. Su-mu, en entendant cela, exprima son mécontentement. Pour lui, cette demande était exagérée. Yang Kai n'était qu'un simple disciple en période d'essai, qui ne perdrait qu'un seul point de contribution en cas de défaite. Alors pourquoi exigeait-il soudainement 10 herbes ? L'acolyte expliqua que c'était parce que Li Yun-tian avait fanfaronné en promettant de lui rendre 10 fois plus, soit 50 herbes. Su-mu, fixant Yang Kai du regard, déclara que c'était bien fait pour lui. Tant qu'il pouvait donner une leçon à Yang Kai, 10 herbes ne représentaient rien pour eux. Le figurant revint en courant, pensant à la colère que lui causait l'ancien Meng pour avoir facturé 20 points de contribution pour 10 herbes. Le figurant cria bientôt qu'il avait les herbes, et Yang Kai les prit, affirmant que ce n'était pas nécessaire. Le figurant insista pour savoir s'il pouvait se battre maintenant, ce à quoi Yang Kai répondit positivement, tout en soulignant que ce n'était pas nécessaire de faire tout cela. Yang Kai commença à avoir entièrement confiance en son adversaire lorsque ce dernier lui donna sa parole. Le figurant, reconnaissant, espérait recevoir des conseils de Yang Kai, qui accepta de le guider. Sans perdre de temps, le figurant attaqua, se croyant le meilleur. Cependant, avant même de terminer son attaque, Yang Kai le repoussa d'un coup de poing, laissant sa main trembler comme s'il avait frappé une pierre. Effrayé mais déterminé, il fonça de nouveau, tentant un coup dans l'abdomen de Yang Kai. Mais ce dernier attrapa simplement sa main et sourit, choquant le figurant. Avec un coup de pied puissant, Yang Kai le projeta au loin. Le figurant tenta de se relever après ce coup, mais Yang Kai, les yeux pleins de détermination, fonça sur lui et lui donna un coup de poing au visage. Suppliant, le figurant admit sa défaite, demandant à Yang Kai d'arrêter. Avec une touche de moquerie, Yang Kai l'aida à se relever, affirmant qu'il avait gagné loyalement. Les spectateurs, dont Su-mu, observèrent la scène, réalisant que leur plan avait échoué. Su-mu, frustré, se renseigna sur le niveau de cultivation de Hun-tian, apprenant qu'il était au 7e niveau du corps trempé, mais sans pratique avancée récente. Rongé par la colère, Su-mu constata qu'une 4e couche avait vaincu une 7e couche, événement rare dans l'histoire du pavillon céleste. Alors qu'il était perdu dans ses pensées, une main se posa sur son épaule, le ramenant à la réalité. Yang Kai, sans surprise, le salua, rappelant de prévenir pour les affrontements joyeux. Su-mu, effrayé, demanda comment il savait, et Yang Kai expliqua qu'il avait reconnu Hun-tian dans la foule la veille, grâce à sa mémoire exceptionnelle. Furieux, Su-mu promit de revenir le lendemain. Quelques jours plus tard, Yang Kai méditait diligemment, tandis que son aura bleue devenait légèrement violette. Ouvrant les yeux, il réalisa qu'il avait atteint la 7e couche du corps trempé, lui permettant de rassembler le ki interne et de commencer à pratiquer des arts martiaux avancés. Excité, il courut chez lui et ouvrit un livre qu'il imagina tomber dans sa main. En lisant, il découvrit le pur art secret du Yang, et une énergie dorée commença à circuler en lui. Il comprit alors que cet art secret nécessitait un environnement riche en ki pour être pratiqué,
condensant le ki pur en liquide pour entrer dans le dantian, un exploit impossible avec des arts martiaux communs. Continuant à réfléchir, il réalisa que cet art secret permettait une transformation du ki yang en une deuxième essence yang, vidant et renforçant les méridiens pour une cultivation continue et utilisable dans les attaques de combat. Quelques jours plus tard, Yang Kai poursuivait son entraînement, assis et pratiquant intensément. Dans son corps, le ki pur s'était condensé, une énergie dorée totalement visible. Il se rappela avoir cultivé sous le soleil brûlant, augmentant son ki interne même légèrement. Finalement, il forma un sceau d'origine yang dans son corps, très sensible au ki yang. Tant qu'il y avait une certaine quantité de ki yang à sa portée, il y aurait une réaction. À peine avait-il parlé qu'il remarqua déjà une réaction. Il commença à se déplacer dans la forêt de bambous, atteignant bientôt une falaise. En regardant en bas du ravin, il réalisa qu'il se trouvait au ravin du dragon, un lieu d'exil pour les traîtres du pavillon céleste. Cet endroit émanait une abondance surprenante de ki yang. Se demandant pourquoi les traîtres n'étaient pas simplement exécutés sur place, il réfléchit à la logique derrière cet exil. En observant sous ses pieds, il sentit un ki yang fort et dense, bien plus puissant que la lumière du soleil. Il commença alors à absorber une grande quantité de ki yang, et après un moment, il constata que l'efficacité de la cultivation ici était bien supérieure à celle des jours précédents. Sa main brillait d'une énergie intense, rappelant la lumière solaire éblouissante. À ce moment, un aîné apparut à ses côtés, le surprenant. Rapidement, il se leva, poli, et salua l'aîné, se demandant qui il pouvait bien être pour avoir un tel comportement transcendant. L'aîné soupira simplement, avant de lui demander s'il pratiquait les arts martiaux, et plus spécifiquement des arts martiaux de nature yang, ce que notre protagoniste confirma. Percevant que l'aîné pouvait sentir l'absorption du ki yang, il comprit qu'il n'était pas une personne faible. Il posa alors une question sur l'origine de l'impressionnant ki yang émanant du ravin. Le vieil homme expliqua qu'un trésor avec un attribut yang se trouvait en bas. Bien que ce soit évident, notre protagoniste ne comprenait pas la véritable nature de ce trésor. L'aîné demanda ensuite s'il connaissait la formation du ravin du dragon, révélant qu'il avait été coupé d'un seul coup d'épée. Le protagoniste réfléchit, impressionné par la largeur et la profondeur du ravin, se demandant comment un seul coup avait pu créer une telle fissure. Le vieil homme continua en racontant qu'il y a quelques centaines d'années, le pavillon céleste n'existait pas ici. Un ancêtre du pavillon avait rencontré un démon puissant et mystérieux dans cette région. Après un combat acharné, le démon, réalisant sa défaite imminente, avait frappé le sol avec son épée, créant le ravin avant de s'enfuir. Notre ancêtre l'avait poursuivi et vaincu, mais l'immense pouvoir du démon avait perduré même après sa mort. C'est ainsi que notre ancêtre avait fondé le pavillon céleste pour surveiller cette faille, assurant qu'elle ne poserait plus de problème avant de partir en paix. Pointant du doigt vers les profondeurs sombres du ravin, l'aîné expliqua que de nombreux disciples criminels y avaient été envoyés, ce qui avait peut-être contribué à la formation du trésor yang. Intrigué, notre protagoniste demanda si l'aîné était venu examiner ce trésor, mais ce dernier répondit qu'il n'était pas là pour cela. Il vieillissait et souhaitait rencontrer quelqu'un, mettant fin à la conversation avant de partir. Le protagoniste, pensif, retourna à sa méditation, décidé à cultiver ici, sachant qu'un trésor se trouvait en bas. Après quelques jours, avec le soleil se levant, notre protagoniste était toujours en train de cultiver. Il constata, heureux, que sa première goutte d'essence yang avait enfin été formée. En s'étirant, il se réjouit de l'entraînement intensif des derniers jours, estimant que cela en valait vraiment la peine. Se préparant à partir, il se dirigea vers chez lui. La porte était ouverte, et il était perplexe, certain qu'elle était fermée lorsqu'il était parti. En jetant un coup d'œil par la porte, notre protagoniste aperçut une jolie fille dormant paisiblement dans son lit. Entrant discrètement, il s'arrêta au bord du lit, réalisant qu'il s'agissait de la sœur aînée rencontrée dans la salle de distribution. La lumière de la lune illuminait la scène, créant un moment de tranquillité. Pendant qu'il l'observait, la fille commença à ouvrir les yeux. Elle se redressa rapidement, rougissant de gêne,
et fixa notre protagoniste en silence. Le protagoniste, cherchant comment s'adresser à elle, se sentit soudainement mal à l'aise, mais la fille répondit que son nom de famille était Xia. Il s'exclama alors que c'était la sœur aînée Xia et se demanda pourquoi elle le cherchait. Xia expliqua qu'un chasseur de la montagne du vent noir était venu le chercher cet après-midi, ayant attendu jusqu'à la nuit tombée sans le voir revenir. Le chasseur souhaitait simplement le remercier pour avoir sauvé une vie, laissant un sac en guise de remerciement. Notre protagoniste réalisa que cela devait être le père et le fils qu'il avait sauvés en récoltant des herbes. Xia précisa qu'elle avait attendu pour lui remettre le sac, ne s'imaginant pas que cela prendrait autant de temps. Rougissant, notre protagoniste s'excusa pour la gêne occasionnée, promettant de revenir plus tôt la prochaine fois. En s'éloignant, Xia répondit en souriant que cela ne la concernait pas, avant de disparaître, laissant notre protagoniste s'exclamer. Il ouvrit le sac et constata que le cadeau était 2 robes finement travaillées, pensant que la femme de Zhang Fei les avait confectionnées. Il trouva le geste très attentionné et s'allongea heureux, s'endormant joyeusement. Le jour se leva et quelqu'un frappa frénétiquement à la porte. Notre protagoniste, surpris, demanda qui était là. En ouvrant la porte, il ne vit qu'une ombre et sentit le vent de quelqu'un courant. Il se demanda alors ce que Li Runan pouvait comploter cette fois-ci, avant de découvrir un billet par terre. Sur le billet, Sumu l'invitait à venir dans la forêt Blackwind, le défiant d'accepter s'il en avait le courage. Réfléchissant à la personnalité désagréable de Sumu, notre protagoniste décida d'aller à sa rencontre, espérant mieux comprendre les effets des arts martiaux du yang pur. Pendant ce temps, Sumu, impatient, attendait que le protagoniste apparaisse, accompagné de ses acolytes. Un figurant informa Sumu que des personnes approchaient, menées par Cheng Sheng des mentions de la tempête. Sumu, défiant, refusa de les éviter, se préparant à une confrontation inévitable. Face à face avec Cheng Sheng et ses hommes, Cheng Sheng n'hésita pas à le provoquer. Malgré les mises en garde de ses propres acolytes, Sumu resta déterminé. Une jolie fille, Mei de la Société Sanglante, fit son apparition, ce qui adoucit momentanément l'attitude de Sumu. Cependant, les tensions montèrent rapidement lorsque Cheng Sheng défia ouvertement Sumu en lui demandant de dégager son chemin avec ses hommes. Sumu, prêt à affronter toute opposition, répondit calmement que chacun pouvait marcher de chaque côté de la route et qu'il ne bloquait personne. Cette réponse irrita encore plus Cheng Sheng, poussant Sumu à ajouter avec défi « Et que se passerait-il s'il ne voulait pas bouger ?» Mei proposa alors à Cheng de contourner, insinuant qu'ainsi personne ne penserait qu'il avait eu peur. Sumu, la fixant intensément, comprit qu'elle tentait en réalité de jeter de l'huile sur le feu, souhaitant que les disciples des 2 groupes se battent entre eux. Le figurant menaça Sumu de regret s'il ne bougeait pas, et en croisant le regard de la fille, il décida de jouer les machos, invitant Sumu à essayer s'il en avait le courage. Le figurant sombre, acceptant le défi, ordonna à ses hommes de finir Sumu. Rapidement, les coups furent échangés, et Sumu, choqué, recula avec sa manche déchirée, réalisant que l'attaquant avait déjà atteint la maîtrise élémentaire initiale. Le figurant, souriant, fit remarquer qu'ils avaient commencé l'entraînement en même temps, mais que Sumu peinait désormais à le suivre. À ce moment-là, notre protagoniste, marchant dans la forêt, entendit des bruits de combat. Se retournant, il constata que quelqu'un se battait et que cela ne présageait rien de bon. Sortant des buissons, il s'exclama en voyant Sumu se faire tabasser, les autres figurants également piétinés en arrière-plan. Le figurant sanguinaire exigeait la reddition de Sumu, qui, gémissant au sol, se moqua en déclarant qu'il se rendait seulement aux ancêtres du figurant. Réfléchissant à la force de volonté de Sumu, notre protagoniste se remémora ses propres expériences similaires de bastonnade sans jamais se rendre. La fille intervint, demandant à Cheng de laisser partir Sumu, soulignant qu'elle appréciait les gens courageux comme lui. Cheng, furieux, prit une pierre, prêt à commettre une bêtise. Sumu, défiant, avertit Cheng que s'il ne le finissait pas aujourd'hui, il n'aurait plus jamais de tranquillité. Cheng, avec la pierre levée, se préparait à écraser Sumu, mais fut interrompu par l'arrivée de notre protagoniste, qui arrêta l'attaque en saisissant la pierre. Le figurant reconnut notre protagoniste comme un disciple du pavillon céleste,
et ce dernier répondit simplement par l'affirmative. Le figurant, psychopathe, déclara qu'il détestait le pavillon céleste et qu'il finirait tous ses membres, ordonnant à ses hommes d'attaquer. Notre protagoniste, brisant la pierre, l'utilisa pour frapper le visage d'un attaquant, le mettant à terre. Un autre attaquant, criant son attaque, reçut immédiatement un coup de poing, tombant au sol en gémissant de douleur. La fille, observant de loin, remarqua que notre protagoniste utilisait le ki interne pour se battre, entouré d'énergie de yang pure. Lorsque le figurant tenta de donner un coup de genou, notre protagoniste esquiva et le repoussa avec une paume. Sumu, pensant que malgré leur inimitié, notre protagoniste les aidait, observa la scène de combat. Le figurant, en sueur, fixa notre protagoniste, admirant ses compétences, mais en colère, sortit son épée et attaqua. Sumu, tout cassé au sol, avertit notre protagoniste de la maîtrise des fondations initiales de l'attaquant, mais celui-ci fit face à l'épée sans sourciller. Notre protagoniste leva la main pour arrêter l'attaque, mais grimaça de douleur. La fille pensa qu'il n'avait aucun atout et qu'il était idiot. Cependant, quelque chose attira son attention. Notre protagoniste riait de la situation, utilisant l'épée pour bloquer la main du figurant et l'empêcher de fuir. Souriant, il frappa le visage du figurant, lui arrachant une dent. Le figurant tomba à genoux, ensanglanté, essayant de soulager la douleur, mais reçut immédiatement un coup de pied au visage, tombant à moitié évanoui au sol. Notre protagoniste, sombre, se tourna vers la fille et déclara que c'était son tour, attrapant son cou et annonçant sa fin. La fille tenta de se dérober, expliquant qu'elle était de la société sanglante et n'avait blessé aucun disciple du pavillon céleste. Elle attrapa la main de notre protagoniste, tentant de le séduire en insinuant qu'il pourrait être bon dans d'autres choses aussi. Notre protagoniste ne s'en soucia pas et serra encore plus fort son cou, la faisant gémir de douleur. À bout de souffle, elle demanda s'il n'allait pas la laisser partir, puis plaça sa main sur sa poitrine, le choquant. Elle lui demanda ce qu'il comptait faire maintenant. Notre protagoniste pensa que Mei n'avait blessé aucun disciple du pavillon céleste, mais avait aidé à provoquer la bagarre et qu'elle méritait encore une leçon. Profitant de sa provocation, il lui pressa les seins, la faisant crier de surprise. Il s'éloigna en riant, laissant la fille tomber au sol, choquée. Le soleil était haut dans la forêt. La fille, totalement déconcertée, murmura qu'il était vraiment un homme, ne réagissant pas à sa provocation. Elle continua, affirmant que de nombreux hommes désiraient son corps, mais que maintenant qu'elle avait trouvé quelqu'un d'intéressant et tenté de le séduire, il l'avait simplement ignoré. La scène caractéristique de ce manga montra alors une petite main sur l'épaule de notre protagoniste. En se retournant, il vit la fille qui lui avoua le trouver très attirant avant de lui donner un baiser sur la joue et de s'en aller rayonnante. Notre protagoniste déchira la manche du figurant et banda sa main blessée. Puis, il se tourna vers Sumu et lui demanda s'il pouvait marcher, ce dernier hochant la tête en signe d'affirmation. Ils décidèrent de partir ensemble. Au pavillon céleste, les figurants portèrent Sumu, et notre protagoniste réfléchit qu'il était courant que les disciples des 3 principales factions se battent entre eux, et que tant qu'il n'y avait pas de mort, les aînés ignoraient ces conflits. De retour chez lui, notre protagoniste méditait sur le fait qu'il avait fait de son mieux pour éviter d'endommager les os et les méridiens de sa main, bien qu'il ait subi une petite éraflure. Il considérait qu'il ne serait pas nécessaire d'utiliser son précieux remède et que l'énergie émanée des os indestructibles par le corps divin avait des propriétés médicinales. Pour l'instant, il valait mieux qu'il se rétablisse complètement et il se mit à méditer avec l'énergie du Ki-Yang pur. Après un certain temps de méditation, il ouvrit les yeux, surpris d'avoir atteint la 8e couche du corps trempé rapidement, réalisant que les combats d'aujourd'hui avaient accéléré son entraînement. Il pensa que la quantité de Ki-Yang qu'il pouvait absorber avait beaucoup augmenté. Quelques jours plus tard, il effectuait son travail dans la secte, balayant la cour. Il constata qu'il n'avait pas vu Sumu et son groupe depuis quelques jours, supposant qu'ils se remettèrent de leurs blessures. Mais, comme dit le proverbe, « Parler du diable, il apparaît ». Sumu et son suiveur apparurent, rouges et embarrassés. Il regarda notre protagoniste, qui lui demanda s'il avait envie de se faire encore tabasser. Croisant les bras,
Sumu demanda à son suiveur de lui donner un sac, remerciant ensuite notre protagoniste, qui se demanda ce qu'il prévoyait maintenant. Sumu tendit une bouteille à notre protagoniste, l'invitant à porter un toast. Voyant que ce n'était que de la boisson, il accepta, et le suiveur, tout heureux, buvait aussi. Notre protagoniste remarqua quelqu'un arriver, un homme avec des lunettes et un carnet, annonçant qu'ils enfreignaient les règles de la secte en buvant en plein jour. Il semblait que ce fût leur première infraction, alors tous ceux présents allaient perdre 5 points de contribution. La punition serait plus sévère en cas de récidive. Notre protagoniste, indifférent, fit un clin d'œil et invita à réduire les points, laissant le figurant choqué. Sumu demanda à Janhu d'aider le grand frère Yang à balayer le sol, ce qu'il accepta volontiers. Gêné, notre protagoniste trouva cela injuste. Sumu, le rassurant, proposa de se rendre à sa modeste résidence pour discuter de certaines choses. Dans la cour de sa maison, Sumu voulut savoir pourquoi il l'avait sauvé ce jour-là. Notre protagoniste réfléchit et expliqua que, puisqu'il l'appelait « grand frère », il devait agir en conséquence. C'était probablement la raison de son intervention. Sumu, surpris, demanda s'il était sérieux, ce à quoi notre protagoniste, souriant, répondit qu'il n'y avait pas d'autre raison. Touché, Sumu s'excusa pour son impolitesse passée et décida de le considérer toujours comme leur grand frère. Notre protagoniste, amusé, lui assura qu'il n'avait rien pris au sérieux, et ils continuèrent de boire en riant. À ce moment-là, Sumu, tout rouge, voulut poser une question embarrassante à notre protagoniste. Il se remémora le jour où il avait touché les seins de Mei. Notre protagoniste expliqua que c'était elle qui avait pris sa main et l'avait mise là, simplement pour lui donner une leçon. Curieux, Sumu demanda quelle était la sensation. Notre protagoniste, feignant d'être expérimenté, répondit évasivement et changea de sujet. Ils continuèrent de boire, tandis que les serviteurs de Sumu réparèrent la maison. Sumu avertit notre protagoniste de faire attention à Mei, qui, très vaniteuse, ne l'abandonnerait pas si facilement. Il précisa qu'elle voulait le séduire de toutes les manières possibles et que sa chance avec les femmes était enviable. Notre protagoniste, indifférent, précisa qu'il n'aimait pas ce genre de personnes et s'étonna que la discussion concerne Mei. Sumu sortit alors un flacon de pilules de récupération de ki, expliquant qu'elle restaurerait le ki interne perdu. Bien que ces pilules soient faibles et peu utiles pour lui, notre protagoniste accepta par politesse. Sumu lui demanda de l'attendre le lendemain matin pour l'emmener dans un endroit intéressant, promettant qu'il ne serait pas déçu. Le lendemain, dans la forêt Blackwind, notre protagoniste, Sumu et son serviteur marchaient. Notre protagoniste se demanda pourquoi Sumu l'avait amené ici. Sumu expliqua qu'ils s'étaient réunis dans cette forêt et avaient rencontré le groupe de Cheng Sheng ce jour-là, car les 3 factions n'étaient pas loin les unes des autres et finissaient par se croiser. Notre protagoniste, impatient d'en savoir plus, pressa Sumu de dévoiler la vraie raison de leur présence. Sumu révéla que dans la forêt Blackwind se trouvait un marché où les cultivateurs des 3 factions et les commerçants du village Black Plum échangèrent des objets ou les vendaient pour obtenir de l'or et de l'argent. C'était le marché de la forêt Blackwind, où il semblait y avoir beaucoup de choses. L'autre disciple, qui semblait être le serviteur de Sumu, affirma que c'était vrai et ajouta que des objets très intéressants pouvaient être trouvés ici. Il mentionna que le jeune maître Su avait utilisé 10 bâtons d'argent pour acheter un fruit spirituel du ciel céleste. Notre protagoniste, perplexe, se demanda ce qu'était ce fruit. Sumu expliqua qu'il s'agissait d'un fruit de grade spirituel de classe terrestre et qu'il avait profité de l'ignorance du commerçant quant à sa véritable valeur. Réfléchissant, notre protagoniste réalisa qu'il était possible de marchander ici, mais il n'avait jamais entendu parler d'un marché de cette envergure dans la forêt Blackwind. Il mentionna que leur pavillon céleste avait un 11e aîné, ce qui fit réfléchir Sumu. L'autre disciple sourit et précisa que notre protagoniste cultivait tellement qu'il ne connaissait pas la situation actuelle, où seuls 5 aînés, en plus du chef de la secte, étaient là présents. Sumu ajouta qu'il avait entendu dire que le chef de la secte était très puissant et avait déjà atteint le sommet du domaine de l'âme naissante. En marchant dans la forêt, ils continuèrent de converser. Notre protagoniste réfléchit au fait que le chef de la secte était au sommet du domaine de l'âme naissante. Il se remémora que pour les cultivateurs,
Le chemin des arts martiaux commençait avec le domaine du corps trempé, suivi du domaine fondamental initial, du domaine du flux de Xi, du domaine de la fusion de Xi, du domaine du fondement pur et enfin du domaine de l'âme naissante. Chaque domaine possédait 9 couches, et plus le niveau de cultivation était élevé, plus il était difficile d'avancer. Les cultivateurs du domaine de l'âme naissante étaient rarement vus, et ils ne s'attendaient pas à ce que le chef de la secte soit déjà à ce niveau. S'il parvenait à évoluer encore plus, il pourrait devenir un cultivateur inégalé. Su Mu expliqua que les chefs de la société sanguine et de la mention de la tempête étaient encore dans la 6e ou la 7e couche du domaine de l'âme naissante, et qu'ils n'étaient pas de taille face aux chefs de leur secte. Un figurant demanda combien de temps le chef de leur secte aurait besoin pour avancer, soulignant que s'il réussissait, le pavillon céleste dominerait tout et que personne n'oserait les provoquer. Su Mu réfléchit en silence après ces paroles, se remémorant qu'il avait pris une raclée. Le figurant le regarda et lui demanda ce qui n'allait pas. Su Mu expliqua que son grand-père lui avait dit que le chef de la secte avait atteint le sommet du domaine de l'âme naissante il y a 10 ans. Surpris, le figurant demanda pourquoi il n'avait pas encore avancé. Su Mu soupira et avoua qu'il n'en avait aucune idée. Le figurant le supplia de ne pas les laisser dans l'ignorance, et l'autre disciple, curieux, ajouta qu'il avait raison et qu'il voulait connaître l'histoire. Su Mu les avertit de ne raconter à personne ce qu'ils allaient entendre, sous peine d'ennui. Il révéla qu'un grand accident s'était produit au pavillon céleste il y a 10 ans, interrompant la cultivation du chef de la secte. Notre protagoniste se demanda ce que pouvait être cet accident. Su Mu continua en expliquant que le chef de la secte n'avait ni femme ni enfant, mais seulement 2 disciples, responsables de l'incident. Le premier disciple était travailleur, tandis que le second était intelligent. Considérés comme les plus grands génies de leur génération, le chef de la secte leur avait enseigné tout ce qu'ils savaient. Lors des compétitions, ils étaient toujours au coude à coude, mais leur personnalité différait. Le premier disciple était toujours félicité, tandis que le second était traité plus rigoureusement, ce qui conduisit ce dernier à ne pas comprendre les intentions du chef de la secte et à penser que le premier disciple était le favori. Avec le temps, sa jalousie se transforma en haine. Lorsque le second disciple commença à s'éloigner, le premier s'inquiéta. D'une manière ou d'une autre, le second disciple commença à cultiver une technique démoniaque. Les autres, surpris, se demandèrent si une telle chose avait vraiment eu lieu. Notre protagoniste réfléchit que cela pouvait être vrai, mais que Su Mu avait peut-être exagéré. Il préféra écouter toute l'histoire avant de juger. Su Mu poursuivit en expliquant que le second disciple, après avoir changé de personnalité à cause de la technique démoniaque, vit sa force augmenter de manière inimaginable, rendant le premier disciple incapable de rivaliser. Le chef de la secte, découvrant que son second disciple cultivait une technique démoniaque, fut rempli de tristesse et décida de sceller sa propre cultivation. En apprenant cela, le second disciple développa des pensées négatives et finit par succomber entièrement au chemin démoniaque. Une nuit, il y a 10 ans, le pavillon céleste fut rempli de sang. Le premier disciple mourut tragiquement, et le second disciple s'enfuit par peur de sa punition. Le figurant, impatient, demanda à Su Mu de continuer. Celui-ci expliqua que le chef de la secte était rarement visible après cet incident, et tout le monde pensait qu'il s'était perdu. Cependant, quelques années plus tard, le chef de la secte réapparut, recherchant activement le second disciple. Après de nombreuses recherches, il finit par le trouver et le ramena de force au pavillon céleste, où il l'emprisonna dans le ravin du dragon indigent. Notre protagoniste se rappela alors de sa rencontre avec l'aîné, qui avait mentionné qu'il n'était pas là pour le trésor, mais pour rencontrer quelqu'un. Il réalisa que cette personne emprisonnée devait être le second disciple. Su Mu poursuivit en expliquant que, à cause de cet incident, le chef de la secte n'avait pas pu avancer au domaine de l'âme naissante, restant bloqué à son niveau actuel. Tant qu'il ne surmonterait pas ses regrets, il ne pourrait pas améliorer sa cultivation. Le figurant pensa que le chef de la secte était très malheureux, tandis qu'un autre le traita d'ingrat sans cœur. Notre protagoniste, choqué, se rappela de sa rencontre avec l'aîné, qui était essentiellement le chef de la secte. Le marché était animé, avec des gens vendant des couteaux et des chaudrons. Su Mu déclara qu'ils étaient arrivés.
Notre protagoniste trouva cet endroit intéressant. Sumu le rassura sur la sécurité du marché, précisant que des maîtres des 3 factions surveillaient l'endroit. Il montra des maisons en bois, expliquant que certaines appartenaient aux disciples du pavillon céleste, dont sa grande sœur. Notre protagoniste demanda à Sumu des précisions sur sa grande sœur. Sumu le mit en garde de ne pas essayer de l'impressionner, ajoutant que de toute façon, il n'avait pas les compétences pour cela. En réponse, notre protagoniste demanda si sa grande sœur était plus forte que lui, ce que Sumu confirma fièrement. Il expliqua qu'elle était au 3e niveau du domaine du fondement pur, et que peu de personnes pouvaient rivaliser avec elle. Notre protagoniste, choqué, réalisa que Su-Yan avait atteint un haut niveau de cultivation à un jeune âge et complimenta son talent. Il s'étonna cependant que Sumu soit encore au domaine du corps trempé. Gêné, Sumu admit qu'il aimait s'amuser, mais promit de s'entraîner dur pour ne pas être surpassé par notre protagoniste. Celui-ci pensa que l'esprit de combat de Sumu s'était réellement éveillé après la raclée. Sumu tira notre protagoniste en direction de sa grande sœur, expliquant qu'avec elle, il pourrait se déplacer en sécurité dans le marché Blackwind. Notre protagoniste demanda le nom de la sœur de Sumu, mais le figurant préféra attendre qu'ils arrivent. En voyant une plaque, notre protagoniste pensa que certaines maisons appartenaient au maître du pavillon céleste, chargé de superviser l'endroit. Il observa Sumu courir rapidement vers la porte et annoncer sa visite à sa grande sœur. Amusé, notre protagoniste sourit en voyant l'embarras de Sumu, qui le regarda en colère avant que sa sœur ne l'invite à entrer. À l'intérieur, notre protagoniste ressentit la puissance du ki environnant, se sentant presque suffoqué. Soudain, il entendit un cri de douleur et vit Sumu avec une grosse bosse sur le front face à sa sœur. Le figurant révéla que Su-Yan était la grande sœur de Sumu, et notre protagoniste, choqué, la fixa. Elle demanda à Sumu s'il savait pourquoi elle l'avait frappé, et embarrassé, il répondit affirmativement. À ce moment-là, Su-Yan fixa notre protagoniste avec un regard perçant, le faisant trembler et transpirer froid. Boum! Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé, abonnez-vous, likez et partagez. À bientôt pour le prochain épisode. Et ciao! I've got the techno on my mind, standing in the club all night. I gotta move my body, move my body. Take the body side, getting